Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons voir une définition et imaginer ce que veut dire économie de guerre. Nous entendons dans la bouche de M. Macron, notre président de la République, comme quoi nous sommes en économie de guerre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Alors, il y a bien entendu euh, une grande école qui peut parler de cela, c'est l'école de guerre. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une manière beaucoup plus facile à comprendre pour tous les citoyens ce que c'est que l'économie de guerre. Les gouvernements et les populations européennes avaient entériné à la fin de la guerre froide, puis l'effondrement du mur de Berlin, une vision pacifiée du continent avec, rappelez-vous, les dividendes de la paix, tout au moins en termes de conflits armés se déroulant ou affectant leur territoire. Depuis les années 2000, les conflits malheureusement s'intensifient, mais ils sont généralement considérés comme étant ailleurs sur la planète. Le terrorisme s'incruste, mais il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre frontale d'État à État. Ce n'est pas une guerre dite conventionnelle. À l'inverse des États-Unis ou de la Chine, les pays européens ont réduit leur budget militaire de manière d'ailleurs drastique depuis la fin des années 90 et ou fait évoluer leur armée vers des armées de réserve. La population n'est plus formée car ce type de dépense est considéré comme stérile, inutile. Le conflit russo-ukrainien a mis à mal ces certitudes. Puis, avec l'accentuation des tensions entre la Russie et l'OTAN, Emmanuel Macron, le président français, notamment, a clairement décrété que nous étions en économie de guerre. L'expression a été très reprise et médiatisée. Mais nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que cela veut dire véritablement être en économie de guerre. L'économie de guerre peut être abordée sous un angle restrictif. Dans ce cas, l'expression désigne la capacité à accroître la production d'armes notamment, et c'est une conception qui est aujourd'hui promue en France, puisqu'il s'agit de remettre la capacité à produire au cœur de nos préoccupations face au conflit lancé par la Russie en Ukraine. L'industrie de défense française est entrée depuis plusieurs mois en économie de guerre. L'objectif est capable d'assurer un effort dans la durée en cas de nécessité par nos armées et au profit d'un partenaire, écrit le ministère des Armées sur son site internet. Cette annonce française est à mettre en perspective. L'effort à consentir aujourd'hui est d'autant plus important que les dépenses de l'État français sur ce poste ont été réduites depuis les années 60. Sur la période 2013-2022, la France a ainsi augmenté de 15% ses dépenses militaires, ce qui est équivalent à l'augmentation russe. Mais le point de départ n'est pas du tout le même. En sus, cette hausse des dépenses est à relativiser quand on observe que sur la même période, l'Ukraine a connu une augmentation de 1661%. Alors vous avez un petit graphique et un petit tableau qui vous donne les chiffres et ça vous permet de relativiser. La conjoncture est affectée. L'expression économie de guerre peut ainsi être entendue avec un sens extensif. Si dans ce cas, elle est davantage protéiforme, elle présente quelques caractéristiques clés dont l'ampleur réelle varie selon l'implication directe du pays dans la guerre, selon la phase de préparation ou d'engagement dans le conflit et selon une position cantonnée à un soutien plus ou moins large. Elle ne se restreint pas forcément à un unique effort circonscrit au complexe militaro-industriel qui comprend, outre le secteur public de l'armée, le secteur privé industriel, les fournisseurs de matériel et de services nécessaires. Dans ce cas, l'économie de guerre peut totalement structurer et redessiner les caractéristiques conjoncturelles d'une économie. Si l'implication dans le conflit est forte et touche directement le territoire, la croissance économique fléchit.
Les dépenses publiques au titre de l'effort de guerre s'intensifient, captent les recettes fiscales déjà amoindries sous l'effet de la baisse de la croissance et la dette publique augmente. Cette réallocation de la production vers l'économie de guerre déstabilise le tissu productif et le segmente. Celui considéré comme utile versus celui qui est jugé comme non essentiel à l'objectif poursuivi. Le repositionnement de la demande sur certains secteurs amène des réorientations stratégiques des entreprises. L'emploi s'en trouve à son tour affecté. Le volume total se réduit et sa composition entre les différents secteurs est revue. En ce qui concerne les prix, l'inflation s'affirme sous l'effet d'une réduction du spectre proposé des biens de consommation du quotidien. Les échanges avec l'étranger peuvent, pour leur part, évoluer de manière disparate selon l'engagement du pays. Les besoins de ressources extérieures, la généralisation du conflit et la pratique d'embargo. Pour autant, la capacité à exporter des biens étant restreinte, le solde commercial s'érode, à l'image de cette situation dégradée de création de richesses présentes et futures, du poids de l'endettement, des destructions matérielles et de la dissémination de populations, et spécialement des jeunes adultes plombant les futures compétences à disposition. Le taux de change de la monnaie en général se déprécie et les taux d'intérêt augmentent, révélateurs du niveau d'incertitude. En même temps que se développe une économie de subsistance, émerge une économie informelle. Dans ce contexte, l'État, la force publique, renforce ses prérogatives et endosse un rôle de chef d'orchestre au périmètre établi. Deux raisons expliquent ce mouvement. La nécessité de relayer l'initiative au privé, mise en sommeil, plus ou moins grand, et la volonté de sauvegarder la nation. L'État détermine alors les priorités, arbitre, ordonne et planifie l'organisation des productions cibles. Il réoriente les politiques budgétaires et monétaires de manière à supporter cet effort de guerre. Sont ainsi sanctuarisés ce qui est jugé essentiel, les postes de la défense, les aides souvent liées à des commandes exigences de l'État vers ce secteur militaro-industriel, le secteur de l'énergie, celui des moyens de communication comme celui des structures médicales d'urgence. Pour assurer l'alimentation de la population et des armées, l'agriculture est aussi considérée comme prioritaire. Les ressources fiscales et de financement étant limitées, elles sont orientées vers les prérogatives fixées par l'État. La politique monétaire vise à soutenir le financement de l'effort de guerre. Les sorties de capitaux sont restreintes. L'activité des institutions bancaires et financières est encadrée pour orienter les financements vers les secteurs identifiés comme étant stratégiques. La Banque centrale est mobilisée pour acheter des titres de dette de l'État. Il y a une réorganisation radicale de l'économie. Au regard de ces critères, la France n'est pas aujourd'hui dans une économie de guerre, comme l'a déclaré le président Macron. Cela ne signifie pas que la réorganisation de l'économie ne soit pas d'actualité. Il faudrait en effet être en mesure de mobiliser certains des leviers attribués à l'économie de la guerre pour répondre non pas à un conflit armé, mais aux défis colossaux que représente la crise socio-environnementale. Avons-nous le temps d'engager des transitions sur des temps longs? L'urgence ne serait-elle pas avoir un chef d'orchestre qui décide, qui planifie, qui encadre lorsque les enjeux sont vitaux? Dès lors, comment est aujourd'hui organisé et structuré l'appareil étatique pour prendre en charge cette fonction? Je ne la vois pas. Les idéaux libéraux qui ont tant dominé les économies occidentales et qui ne sont même répandus au-delà, couplés à la démilitarisation de certaines nations, n'ont-ils pas en même temps dépouillé l'appareil d'État de ses instruments et de ses capacités d'action dans un contexte d'urgence? Le commissariat au plan, apparu en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a disparu. Les liens étroits entre l'acteur public et le secteur privé se sont distendus.
qu'il s'agisse des plans ou des projets phares à long terme, industriels ou équipements du territoire. Pourtant, ils ont pu être clés pour faire face à certains défis, comme la reconstruction de la France, ou par exemple aux États-Unis, nation qui, elle, a préservé ses dépenses de défense, des liens publics-privés au travers du complexe militaro-industriel qui ont constitué des piliers essentiels de la politique industrielle des années 1980 intégrée à la guerre des étoiles. La démarche était jugée alors nécessaire pour restaurer la toute-puissance des États-Unis qui avait été mise à mal suite à la révolution iranienne et à la prise d'otages à l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Dès lors, au-delà du discours sur l'engagement de l'État, quels sont les moyens et les structures dont celui-ci dispose pour endosser un rôle de chef d'orchestre et soutenir la société dans sa capacité à faire face aux chocs qui vont se multiplier avec les tensions géopolitiques et la crise socio-environnementale. Alors, Françaises, Français, réveillez-vous, attention, les élections européennes arrivent, ne vous trompez pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.